sert à quoi? Pour aiguiser son esprit. Pour aiguiser son esprit. Bah, Voilà. essayer de faire la différence entre la conscience, l'esprit, tout ça, quoi. Oui. Pour arriver à Essayer. essayer de comprendre ce que c'est que cet esprit plus subtil, c'est ça le problème. Oui, par exemple, en effet. Ça sert Pour à, le dé- trans- à définir ce qu'est l'esprit pour en avoir une perception conceptuelle claire. Oui, aussi. pour le transformer, pour voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on pense qu'elles sont. Exactement, oui, ça ressemble à une chanson de Vanessa Paradis, ouais, une très belle chanson. Pardon, désolé. Ok. Et, en effet, et donc, en effet, c'est tout à fait ça, c'est on essaie de transformer notre esprit, donc on essaie de savoir comment est-ce qu'il fonctionne, de faire le tri par rapport à des états de conscience qui sont plus ou moins distordus, des états de conscience qui sont plus ou moins en accord avec la réalité, et d'avoir cette chance de pouvoir le perfectionner, le transformer, etc., en réalisant bien sûr sa nature conventionnelle, en réalisant sa nature ultime, et aussi en réalisant ces différents types de processus. Comment est-ce qu'il est en accord ou pas avec la réalité? Ouais, donc c'est exactement ce que mentionne Vénérable Geshe-Nanda quand il donne justement explorer l'esprit. En ce moment, c'est le jeudi soir. Je fais de la pub. C'est un super programme, c'est assez léger et c'est très intéressant aussi. Et donc, on a vu quoi jusqu'à maintenant dans le livre? Jusqu'où on a été? On était arrêté aux Autocognition, non? perceptions directes yogiques. Oui, on a été jusqu'aux perceptions, on a vu les différents types de perceptions et la plus importante, la perception directe yogique, oui, parce que c'est celle vers laquelle nous tendons tous, ouais, pour essayer de réaliser ce qui échappe à nos sens. Ouais, donc on essaye d'être en accord avec la réalité, etc. Et donc en effet, il y a d'autres types de perceptions. Ouais, on a vu les autres types de perceptions qui étaient, Les sensoriels, les oui, mentales, sensorielles, les mentales. mentales et puis les autocognitions. Et les autocognitions, exactement. Et donc, avec la perception yogique, ça donne 4, exactement. Oui, donc on verra par la suite que si on fait des comparaisons avec les écoles plus évoluées, il n'y a pas nécessairement l'autocognition qui sera acceptée, par exemple. Oui, on verra qu'il y a des points qui pourront être remis en question. Mais pour l'instant, ça nous donne de très très bonnes bases d'étudier le Sautrantika. Et aussi, on va voir dans la page suivante des points de vue Chittamatrin aussi. Oui, ça nous aide aussi à comprendre certaines choses. C'est ça qui est intéressant. Et donc, on a parlé aussi des 3 types de conditions, vous vous souvenez? Oui, OK, qui sont? objectales, Antécédentes Oui, et et puis la, comment on Dominante. s'appelle la Perception. dominante. dominantes. Oui. Exactement, la Suzeraines. dominante. Exactement, très bien. Dominante, on pourrait dire la condition dominante non commune, ouais, parce que on pourra voir justement dans la suite du texte qu'il y a les conditions dominantes qui sont communes et les conditions dominantes non communes, exactement, ou spécifiques, on pourrait dire. Ok, très bien. Et donc, si vous pouviez, par exemple, me donner la définition d'une condition objectale, d'une perception directe appréhendant le bleu, par exemple. Ce serait la couleur du ciel. Oui, alors là, en effet, on pourrait dire qu'en effet, ça, ce serait une illustration. Ouais, la couleur du ciel, en effet, ce serait une illustration. Ouais. Si on devait donner la définition, ce serait ce qui produit directement et principalement cette perception directe appréhendue du bleu comme ayant l'aspect du bleu. Ouais, Ouais. ça c'est très important. Ngumbu namden do tsowol ngusu kyeje ngusu kyeje. Exactement. Donc c'est ce qui produit principalement et directement cette perception directe appréhendant le bleu comme ayant l'aspect du bleu. Oui, chez les Sautrantika en particulier, bien sûr, chez d'autres écoles, il y a cette question de l'aspect, oui, qui est très important et qui permet d'expliquer un petit peu comment est-ce que la conscience peut appréhender en temps réel son objet, d'une certaine manière. Ouais. Ok. Et l'aspect aussi explique l'autocognition, puisque l'aspect appréhendant, c'est l'autocognition. Ouais. Ok. Mm. Très bien. Super. Et aussi, cette question des aspects est très utile parce qu'elle nous permet ensuite de comprendre les tantras. Ouais, dans les explications sur les pratiques tantriques, etc., on peut voir que, en effet, c'est l'aspect
comment dire, l'aspect appréhendé qui prend la forme de la déité. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Et donc, il y a des. Après, est-ce que ça veut dire exactement la même chose que les aspects tels qu'on les explique chez les Sutrantika? Pas nécessairement. Mais en tout cas, ça nous aide en tout cas à avoir une certaine idée de ce que veulent dire les tantras quand on parle une même conscience qui appréhende l'aspect conventionnel, la déité, et l'aspect ultime, la vacuité de la déité. Ouais. Ok. Très bien, très bien, très bien. Et la condition dominante, la condition antécédente, c'était quoi? C'est celle qu'on avait vue avant d'avoir cette pause, comment dire, interminable. Les facultés. Oui, Et exactement. Oui, les facultés sont en effet des illustrations, en effet. Et donc, si on devait donner la définition, c'est assez similaire. On va dire c'est ce qui produit principalement et directement cette perception qui appréhende du bleu par son propre pouvoir. Ouais, c'est ça qui fait la différence ici pour la condition dominante non commune, c'est Rawandu. Ouais, c'est par son propre pouvoir. Ouais, c'est ça qui est très important. Et donc, ça veut dire que c'est elle qui fait la distinction entre une perception sensorielle, par exemple, et une perception mentale. Ouais, parce que entre ces deux types de perceptions peuvent avoir les mêmes objets. Ouais, par exemple, une table peut être appréhendée visuellement et une table peut être aussi l'objet d'une perception directe mentale. Ouais, donc du point de vue de la condition objectale, il n'y a pas de différence. Du point de vue de la condition antécédente, il n'y aura pas de différence non plus. Ce sera toujours un moment de conscience immédiatement antérieur, vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Et donc, en effet, c'est la condition dominante non commune qui fait la différence pour dire est-ce que c'est une conscience sensorielle ou une conscience mentale. Mais après, bien sûr, c'est à nous de l'observer à la première personne. Ouais, si on essaie de méditer, on essaie de méditer en faisant la distinction entre les consciences sensorielles et la conscience mentale. C'est très important, ça aussi. Ouais, parce que souvent, quand on nous dit essayez de méditer, par exemple, vous posez votre esprit sur une bougie ou sur une fleur ou sur une représentation d'une couleur, etc., etc., on aurait tendance à penser que c'est la conscience visuelle qui va méditer, mais pas du tout, là là, pas du tout, là Ce là. soit un objet mental. C'est la conscience mentale qui doit méditer, nécessairement. La conscience visuelle ne peut pas méditer. La conscience visuelle ne peut pas engendrer un samadhi. La conscience visuelle ou n'importe quelle conscience sensorielle ne peut pas se transformer, développer la compassion, développer la sagesse de la vacuité, développer le yoga de la déité, développer l'éveil, obtenir l'éveil. Les consciences sensorielles sont incapables de faire ça. Ouais. Et donc, c'est la conscience mentale qui le fait. Et donc, quand on médite sur l'esprit en particulier, il faut être certain qu'on médite sur la conscience mentale et pas sur les consciences visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles vous entendez le bruit qu'il y a dehors ou pas? Non. Non. Ok, super. Je ne sais pas ce qui se passe avec une tronçonneuse. Ok. Donc, en effet, c'est la conscience mentale qui va méditer, c'est la conscience mentale qui possède ce lignage, cette nature de Bouddha. Ouais, les consciences sensorielles ne possèdent pas la nature de Bouddha. Donc, ça, c'est très important de faire ces distinctions-là aussi, et surtout du point de vue de l'expérience directe. Ouais, attendez, je vais quand même fermer la fenêtre parce que je ne m'entends plus parler. Voilà. Ok. Et donc, c'est la conscience mentale sur laquelle on est censé méditer, oui, quand on essaie de pratiquer le Mahamudra, etc. Oui. Alors, bien sûr, après, il y aura peut-être des distinctions. On pourrait dire, ah non, ce n'est pas une conscience, c'est une sagesse, etc. Mais après, c'est juste des distinctions terminologiques. Ok, très bien. Et donc, on en est à la troisième condition, la condition antécédente. Je ne sais pas si on l'avait vu la dernière fois. Normalement, ça doit être une condition qui relève de la conscience. Ouais. C'est ce que va dire la définition. Elle va dire Nyongwa Sel Riktsam. Ouais, c'est ce qui est simple clarté cognitive, qui a cette simple capacité d'expérience. Nyongwa. Ouais, donc c'est ce que va dire le texte. Donc, normalement, on en est à la page 104 en bas, c'est ça, non? Quelque chose comme Oui, ça? oui, c'est Ok. ça. Eh bien, c'est parfait. Donc, la définition de la condition antécédente d'une perception directe sensorielle appréhendant une forme est une cognition qui produit principalement et directement une perception directe sensorielle appréhendant une forme en étant, euh, qui, en tant que sujet de l'expérience, est un connaissant. Clair, oui, clair et cognitif. C'est exactement ça, la définition donnée par Yongzin Pulwuchok, le grand et noble Yongzin Pulwuchok. Et c'est exactement ça, c'est Nyonwa Selriksam, ouais, exactement. Et donc, ça doit être clair et cognitif.
c'est nécessairement de la nature de la conscience pour être la cause, la condition antécédente d'une conscience. Ouais. Et donc, dans Pointing the Way to Reasoning, ça met Kensho Lawson Tachi Rinpoche dit que parmi ces trois conditions, objectale, dominante et antécédente, c'est l'antécédente qui est la cause substantielle. Ouais. Et donc, on avait vu ça déjà précédemment. OK. Et donc, c'est le cas, par exemple, d'une cognition qui survient au moment qui précède immédiatement une perception directe sensorielle appréhendant une forme et qui engage l'esprit vers cette forme. Cette définition et cette illustration sont applicables pour tous les genres de cognition: perception directe mentale, autoperception, perception directe yogique, cognition conceptuelle, etc. Ouais, ça veut dire qu'il y a nécessairement ce type de conditions antécédentes, puisque la conscience n'est pas spatiale, elle n'a pas de dimension spatiale. Ouais, elle a des dimensions temporelles. Ouais, et donc, ça veut dire que c'est un continuum. Et donc, chaque instant de conscience va engendrer un instant de conscience qui va engendrer un instant de conscience, etc. Oui, et donc, c'est ça qui fait justement cette condition antécédente. OK. Ensuite, la définition de la condition dominante non commune d'une perception directe sensorielle appréhendant une forme est ce qui produit principalement et directement une perception directe sensorielle appréhendant une forme et fait qu'elle opère dans sa propre sphère. Donc, nous, on a vu avec Yonzin Pulbuchok, c'est Rawandu, par son propre pouvoir. Ouais. Et donc, c'est ça qui fait la différence. Mais en fait, on peut dire qu'en effet, dans sa propre sphère, ça veut dire que seule une condition dominante non commune engendre une conscience qui relève de sa sphère. Ouais, ça veut dire que si on parle d'une faculté visuelle, on aura une conscience visuelle, etc., etc. Ouais, c'est assez simple en fait. Hein. Si on fait abstraction si on met de côté un peu le vocabulaire parfois un peu technique, c'est pas si compliqué. Très bien. Une illustration en est la forme interne claire, qui est la faculté visuelle, qui est une condition dominante non commune de la perception directe sensorielle appréhendant une forme. OK. Donc on pourrait dire appréhendant une forme source. Ouais. Parce que une forme égale quoi? Chez les Sootrantika? Matière. Égale matière, bravo! C'est exactement ça. Forme égale matière chez les Sootrantika, chez beaucoup d'écoles. Et donc, si on dit, par exemple, si on dit une illustration en est la forme interne claire, donc ça veut dire on parle d'une faculté. Une faculté qui est de la forme subtile, ouais, qui est la faculté visuelle, qui est une condition dominante non commune de la perception directe sensorielle appréhendant une forme. On pourrait contre-argumenter, on pourrait dire, bah, à ce moment-là, cette faculté visuelle est la condition dominante non commune d'une conscience auditive, parce que le son, c'est de la forme. Forme source. Ouais. Et donc, il faudrait rajouter plutôt qu'appréhendant une forme source. Ouais, comme ça, Ouais. on est sûr qu'on parle d'une forme visuelle. OK. Très bien. Donc, tout ce qui est cause d'une conscience est nécessairement pour elle une condition dominante. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on trouve aussi chez Yongzin Pulwochok. Il va dire ça. Il va dire si c'est une condition, c'est nécessairement une condition dominante. Oui, mais là, sauf qu'on parle d'une condition dominante non commune ou spécifique. Là, ça change tout. Ouais. OK. Ouais. Mais la condition dominante non commune d'une conscience sensorielle est uniquement sa faculté respective. La faculté visuelle pour la conscience visuelle, auditive pour la conscience auditive, etc. Très bien. Il est possible de dire, dans tous les systèmes philosophiques hormis le Vaibhashika, qu'une forme apparaît à la faculté visuelle, mais pas que celle-ci perçoit ou appréhende la forme. Les Vaibhashika disent que la faculté visuelle voit et appréhende les formes. Oh là là! Oh là là, ils sont malins, ces Vaibhashika. En effet, on pourrait dire que c'est ce qu'on avait vu précédemment d'ailleurs. On avait vu que pour les Vaibhashika, ils vont dire que ces facultés, qui sont les conditions dominantes non communes, appréhendent aussi leurs objets. Ouais. Ils vont dire si c'est une cognition valide, c'est ça qu'ils vont dire. Ils vont dire si c'est une cognition valide, c'est pas nécessairement une cognition. Voilà. Pardon? Ils vont dire pourquoi? Parce que les formes claires, les formes subtiles qui sont dans les organes visuels, auditifs, olfactifs, etc., perçoivent leurs objets, appréhendent leurs objets. Ouais. Ouais, ça veut dire qu'ils vont dire il n'y a pas que la cognition, l'événement mental, l'événement cognitif qui apprend son objet, mais aussi les facultés. Ouais. Ils vont dire ça pourquoi? Pourquoi? Parce que la conscience est immatérielle, comme on l'a dit tout à l'heure.
Ouais, et donc, qu'est-ce qui pourrait empêcher ma conscience d'appréhender ce qui est derrière le mur? Ma conscience ne fait pas obstacle à quoi que ce soit. Oui, elle peut très bien, vu qu'elle n'a pas de limite assignable, on peut très bien dire que la conscience pourrait observer ce qui se trouve derrière le mur. Et pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas? Parce que les Parce que la facultés sont en faculté, effet voilà. obstruent un petit peu. Oui. Elles obstruent un petit peu, elles empêchent la conscience d'aller au-delà du mur, ouais, derrière le mur. Et les Vaibhashika vont dire, eh ben, c'est parce que les facultés appréhendent leurs objets. Ouais, et donc c'est d'une certaine manière pour ceux-là qui vont dire, si c'est une cognition valide, c'est pas nécessairement une cognition. Ils vont dire, c'est pour ça que les Sautrantika, quand ils définissent une cognition valide, ils vont dire c'est une cognition nouvelle et infaillible. Ouais. Ils disent c'est une cognition, pourquoi? Pour réfuter le point de vue Vaibhashika qui considère qu'il n'y a pas que les cognitions qui appréhendent leurs objets, aussi les facultés. Et les Ah, Sautrantika vont dire d'accord. non, une cognition valide, c'est nécessairement une cognition, c'est un événement cognitif. Ça peut pas être de la Oui. forme. Ouais, ça joue? Ouais. Ouais, bravo, bravo, bravo. Excellent. Très bien, très bien. Mais parce que les Vaibhashika, ils disent que le fait d'appréhender, que la faculté visuelle appréhende un objet, est une cognition en soi. Exactement. Ouais, Eh c'est ben, ça qu'ils vont où dire. En intervient la fait, conscience, là? Parce que là, c'est juste, il y a une appréhension de l'objet, mais la conscience, elle n'intervient pas là. oui, alors ils vont dire, en fait, ils vont dire ce qu'on disait tout à l'heure, les Vaibhashika vont dire si c'est une cognition valide, c'est pas nécessairement une cognition. En fait, c'est le contraire. Ils vont dire que la forme peut appréhender, la forme subtile, qui est la faculté, peut appréhender ces objets. Donc pour eux, c'est pas une cognition valide. Et, L'appréhension par la faculté visuelle n'est pas une cognition valide. C'est une cognition exactement. non valide. Ah, Et d'accord. ce n'est même pas une cognition, puisque Ben, tu me dis que forcément, c'est c'est de une la cognition. forme. Je comprends Ouais, si rien, c'est de là. la forme, ça peut pas être une cognition. Ouais, les Vaibhashika vont dire que non seulement la cognition appréhende son objet, mais aussi la faculté appréhende son objet. Oui, Et donc, c'est pour ça ils vont dire si c'est une cognition valide, ce n'est pas nécessairement une cognition. Ils vont dire que la définition d'une cognition valide, en fait, ils vont dire ce n'est pas nécessairement une cognition. Alors que les autres écoles vont dire ça doit être une cognition, ça doit être un ouais. événement cognitif. Ça veut dire que, excusez-moi, mais je comprends pas. Ça veut dire que pour les Vaibhashika, le fait que la faculté visuelle appréhende l'objet est une cognition valide. Alors en fait, ils diront que la faculté qui appréhende son objet, justement, n'est pas une cognition parce que c'est une forme. Oui, alors. C'est pourquoi ils diront que la définition d'une cognition valide, c'est pas une cognition nouvelle et infaillible. Ils vont remettre en question le fait que ce soit nécessairement une cognition. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Ils vont dire, bah non, si c'était une cognition, si une cognition valide était nécessairement une cognition, à ce moment-là, les formes subtiles ne pourraient pas appréhender leurs objets. Parce que les formes ne sont pas des cognitions. Bon, il faut que je réfléchisse, c'est pas grave. Ouais, Ouais, ok, c'est pas pas grave. évident, hein. Oui, on pourrait dire par exemple, ok, on pourrait dire par exemple, moi je vous perçois, ouais, avec l'écran. Je vous perçois à travers l'écran. Et ça voudrait dire que pour les Vaibhashika, la caméra elle-même vous appréhende. Non seulement Oui, vous apparaissez à ma caméra, mais en plus ma caméra vous appréhende. Ouais, et donc la oui. caméra c'est de la matière. Et donc c'est pourquoi on ne pourrait pas dire du point de vue Vaibhashika que si c'est une cognition valide, c'est nécessairement une cognition, pas du tout. D'accord. Ils n'ont pas changé d'avis depuis. Moi, je trouve qu'ils confondent appréhender et cognition. Alors, on pourrait dire que si ça appréhende, est-ce que ça pourrait être autre chose qu'une cognition? Ah bah, je veux dire, la caméra, elle n'est pas, c'est pas une cognition, pourtant elle appréhende. Alors, les Vaibhashika diront cela, mais à partir Bon. des Sautrantika, ils diront c'est impossible. Ben oui, Non, mais Ouais. les Si tu Tantrika pars, diront la si tu pars du caméra. principe, pardon, Hein, si tu pars du principe qu'une faculté est un média, donc soit un média visuel, chez nous olfactif, ou une caméra ou autre chose, dans ce cas-là, c'est pas une cognition, c'est Voilà. ouais, un média, un moyen qui te Mm. permet de, Mécanisme, ouais, de le mécanisme percevoir. dans ce cas-là. Oui, Mhm. en effet, on pourra dire, par exemple, c'est comme pour une cellule photoélectrique.
Ouais, quand vous avez une cellule photoélectrique, vous faites un mouvement devant, le mouvement apparaît à la cellule photoélectrique. Ouais. Ouais. Les Vaibhashika seraient prêts à dire que la cellule photoélectrique appréhende le mouvement. Mais à partir des Ouais. Sautrantika, personne ne le dira. Ils diront, ça apparaît, le mouvement apparaît à la cellule photoélectrique, mais la cellule photoélectrique n'appréhende rien parce qu'elle C'est n'est ça. pas cognitive. Ouais, Mm. c'est ça la différence, ouais. Oui, mais Ouais. alors, qu'est-ce que ça veut dire une cognition n'est pas valide, n'est pas forcément une cognition? C'est ça que je comprends Oui, pas. ça veut dire que les Vaibhashikas diront la définition d'une cognition valide, c'est pas nécessairement une cognition. Ils mettront pas cognition dedans. Ouais. Ils diront que la forme peut très bien appréhender son objet, et donc si c'est de la forme, c'est nécessairement pas une cognition. Ouais, donc c'est pourquoi c'est un petit peu le même principe que l'agrégat des formations, ouais, l'agrégat des facteurs composés. Ouais. Mm. Pourquoi est-ce qu'on parle des facteurs composés? Parce qu'il y a des facteurs composés associés à la conscience et des facteurs Oui, composés non oui, associés. Oui, et donc du oui. coup, l'ensemble devient un facteur composé. On ne peut pas dire que ce soit associé ou non associé. D'accord, oui, Ouais. je Et comprends. donc pour les Vaibhashikas, ça va être similaire. Ils vont dire que puisque ce qui appréhende son objet, ça peut être autant de la cognition que de la forme, eh ben, la définition d'une cognition valide ne peut pas être une cognition. D'accord, Ouais. j'ai Ils compris. vont pas rajouter cognition. Ouais. D'accord. Très bien, très bien. Ok. Parfait. Donc, la condition dominante non commune d'une perception directe mentale appréhendant une forme est une faculté mentale qui est devenue sa propre condition dominante non commune. Ouais. Mm. Il est nécessaire de spécifier qui est devenu sa propre condition dominante non commune, afin d'écarter une faculté mentale qui serait simultanée à la cognition ou venant juste après, c'est-à-dire de spécifier exactement la faculté mentale qui agit pour la perception en qualité de condition dominante non commune. Oui, c'est un peu le même principe que ce qu'on est en train de voir en ce moment avec l'Abhisamaya Lamkara, au Master's Programme avec Venerable Geshe Gensen, où il parle des vraies souffrances et des vraies origines. Ouais. Et donc, les vraies origines sont aussi des vraies souffrances. Ouais, le Mm. karma et les afflictions, le karma contaminé, les Mm. afflictions, ce sont Mm. aussi des vraies souffrances. Et donc, si ce sont des vraies souffrances, comment est-ce qu'on pourrait dire qu'elles se créent elles-mêmes? C'est impossible. Nous ne sommes pas samkhya, nous sommes bouddhistes. Et donc, on ne Mm. peut pas dire que la souffrance se crée elle-même. Par contre, on peut dire qu'en effet, les vraies origines, qui sont aussi des vraies souffrances, les vraies origines sont les causes des souffrances qui sont leurs résultats. Ouais. Ouais, c'est le même principe ici. Les vraies origines sont les causes des vraies souffrances qui sont devenues leurs résultats. On est obligé de rajouter qui sont leurs résultats ou qui sont devenus leurs résultats. Sinon, ça voudrait dire que les vraies souffrances se produisent elles-mêmes. Mm. Oui, parce que les vraies origines sont des vraies souffrances. Donc, c'est à peu près le même principe ici. C'est pour simplement essayer de tenir un point de vue face à des antagonistes appropriés. En effet, qui diraient, ah ben non, si les vraies origines sont des vraies souffrances, comment est-ce qu'elles pourraient être leur cause? Ouais, c'est impossible. Ok, et là, c'est le même principe. Si on dit en effet, la condition dominante non commune, une perception directe mentale appréhendant une forme est une faculté mentale qui est devenue sa propre condition dominante non commune. Ouais, parce que sinon, on pourrait avoir des facultés mentales qui coexistent. Ouais, par exemple, quand vous avez une perception mentale directe, par exemple, imaginons vous soyez clairvoyant, vous avez aussi des perceptions sensorielles en même temps. Ouais. Mm. Et ces consciences sensorielles pourraient très bien devenir des conditions dominantes euh, non communes de perception mentale directe. Ouais. C'est pas Ouais, clair, hein, ton truc. par exemple, la perception mentale directe qui est indiquée en cette occasion, c'est quoi? C'est un moment de cognition comment dire, C'est la infinitésimale charnière. voilà, qui suit un train de perception visuelle, par exemple. Ouais, donc ça veut Mm. dire que le dernier moment de perception visuelle devient la condition dominante non commune de cette perception mentale directe. Mm. Ouais. Mais vous avez en même temps d'autres perceptions, d'autres conditions dominantes mentales. Ouais, vous avez aussi une conscience olfactive, gustative, tactile, etc. Ouais. Et donc, ça veut dire que ces moments de conscience ne sont pas les conditions dominantes non communes de cette perception mentale qui suit un train de perception visuelle. Mm. Ouais. C'est seulement ce dernier moment de conscience visuelle qui devient la condition dominante non commune de la perception mentale qui fait l'expérience du même objet. Ouais. Mm. Et pas les autres. Donc c'est pour ça on est obligé de rajouter qui est devenu sa condition dominante non commune. Ouais. D'accord. Ok. Si.
Sinon, on pourrait dire, imaginons, vous avez un moment de perception mentale directe d'une table que vient juste d'appréhender votre conscience visuelle, et vous avez aussi des consciences auditives, olfactives, gustatives qui travaillent en même temps. Ouais. Et donc, ces consciences, elles pourraient très bien être décrites comme étant des conditions dominantes non communes des perceptions mentales. Ouais. Oui. Mais pas de cette perception mentale qui fait suite à une perception visuelle. Mhm, Ouais, mhm. on doit exclure les autres. C'est pourquoi on doit dire qui est devenu sa Devenu. condition dominante non D'accord. commune. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est juste quelques, parfois, des rajouts qu'on fait dans certaines définitions pour éviter de prêter le flanc à des contre-arguments. Ouais. D'accord. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ok, ok. Puisque dans le cas présent, la perception directe mentale appréhende une forme, la faculté sensorielle est sa condition dominante, mais pas sa condition dominante non commune. C'est ça. Qui ne saurait être qu'une conscience. Ouais, c'est-à-dire que pour une perception mentale, une condition dominante non commune est nécessairement un événement mental. Oui. Ouais. Et pour une conscience sensorielle, la condition dominante non commune est nécessairement physique, C'est nécessairement de physique. la forme. Ouais, donc ça, c'est vraiment mutuellement contradictoire. Ouais, ok. Donc ça veut dire que si par exemple vous avez une conscience sensorielle, une conscience visuelle qui appréhende du bleu, à l'issue de cette conscience visuelle qui appréhende du bleu, vous avez une conscience mentale directe qui appréhende le bleu. Ouais. Mm. Et donc, ça veut dire que cette conscience mentale, elle ne peut survenir que s'il y a eu une conscience visuelle précédemment. Oui. Ouais, parce qu'elle appréhende le même objet. Et donc, ça veut dire qu'elle dépend nécessairement aussi de cette faculté physique qui aura engendré cette conscience visuelle. Donc, cette Mhm. faculté physique est une condition dominante pour cette conscience Oui. mentale, mais Mais pas sa pas non condition commune. dominante non commune. C'est ça, oui. Ouais, exactement. Ouais, seul un événement cognitif, seul le dernier moment de conscience visuelle, ça c'est du mental, c'est de la conscience. Ça oui, ça peut être la condition dominante non commune de cette perception mentale directe appréhendant cette même table. Mm, mm. Ouais, ça joue? Oui, oui. Ok, je regarde les sourcils de Michel. Euh, Ok, ça veut dire par exemple, ok, non, par non, mais je exemple, comprends, hein, je comprends, tout va bien. ah C'est super, juste c'est juste que dans ma conception d'une perception directe yogique, euh, pour moi, il n'y a pas de condition antécédente. Donc, ah, oh, mais, ah, mais bon, pour une dans leur perception directe théorie, yogique, j'accepte. Hein. Comment? pour une perception directe yogique, Oui, il n'y on aurait est pas de d'accord. condition antécédente. Euh, oui, pour moi, j'entends. Et donc, ça veut dire que est-ce que cette perception directe yogique, est-ce que c'est un événement cognitif? Ah, justement, qu'est-ce que c'est? C'est bien pour Oui, ça que j'essaye de suivre le cours. oui, normalement, ça devrait être une conscience, non? Une perception directe Ça yogique, devient c'est une une conscience. conscience. Ça devient Oui, une conscience. oui, parce que c'est, on pourrait dire en effet, c'est une conscience qui est associée à un samadhi, ouais, un samadhi qui est l'union de shamatha et de vipassana. Et donc un samadhi, c'est un facteur mental, et donc un facteur mental ne peut pas exister tout seul dans l'espace, il est nécessairement dans l'entourage d'une conscience principale, non? Principal. C'est par la force de la méditation, Oui, des perceptions. exactement, exactement. Oui, et donc c'est nécessairement une conscience mentale, en fait, une perception yogique. C'est une conscience mentale qui s'entraîne à réaliser un objet qui échappe au sens. Ouais, donc c'est une conscience mentale qui est tellement stable et tellement profonde qu'elle arrive à percevoir des objets qui échappent totalement aux consciences sensorielles, ouais, telles que l'impermanence subtile, etc. Ouais. Et donc, si c'est une conscience mentale, c'est nécessairement une conscience qui a un moment de conscience immédiatement antérieur. Et donc, il y a nécessairement une condition antécédente, non? Ben, Et selon oui. le texte, Ouais, on est en train parce que d'étudier. sinon, Oui. sinon, ça voudrait dire qu'un événement cognitif est survenu en l'absence d'un événement cognitif immédiatement précédent. Je ne alors, je sais pas, je voudrais pas trop sortir de ce qu'on est en train d'étudier là, mais dans le Dzogchen, par exemple, il le représente comment ce moment-là?
Alors, on pourra dire qu'il y a des continuums qui se chevauchent les uns les autres, on pourrait dire, dans la tradition dzogchen, chez les Nyingmapa ou chez les Benpo, par exemple, on devra trouver deux continuums. Un continuum de Sem, la conscience mentale, ordinaire, etc., et le continuum de Rigpa. Les deux sont intermêlés, en fait. C'est pour ça que dans le dzogchen, le maître est censé présenter le Rigpa au rayonnement dynamique, le Tselgi Rigpa. Oui, qui imprègne même les consciences grossières, telles que SEM. Oui, ça, c'est vraiment spécifique aux Dzogchen. Dans les écoles nouvelles, on va essayer, par certaines manipulations du corps subtil, de faire se résorber SEM pour que Ripa émerge. Mais dans la tradition du Dzogchen, on dira qu'il n'y a pas besoin de faire ça. On peut reconnaître la clarté de Rigpa au sein même des concepts, etc. Oui, donc ça veut dire qu'il y a ces deux continuums qui existent en même temps, mais quand il est tout à Donc, fait possible de faire cesser totalement la conscience mentale grossière. Mais Rigpa, par contre, le Rigpa essentiel, Ngöwe Rigpa, celui-ci va être un continuum sans début ni fin. Donc, c'est nécessairement un continuum de conscience ou de sagesse, parce que dans la tradition Enigma, on dira qu'un Bouddha n'a plus de conscience, il n'a que des sagesses. Ouais. Et donc, ça pose question, parce que si on dit que une sagesse est claire et cognitive, comment est-ce que ça ne peut pas être une conscience? Mais en tout cas, c'est pas grave. C'est un événement de sagesse qui précède un événement de sagesse, qui précède un événement de sagesse, etc. En fait, il y a toujours une condition antécédente de toute façon, même dans le Dzogchen, oui. Oui, c'est pareil, hein, la conscience dépend de la conscience, même dans le Dzogchen, c'est pareil. Mm. Ouais. Oui, oui, parce que oui, oui, Sabine? J'ai une question. Quand on médite, moi je ferme les yeux parce que justement je veux me couper de tout ce qui est, enfin j'essaye de me couper de tout ce qui est sensoriel. Or en fait on te dit que méditer, ben, il faut éviter de fermer les yeux. Et je trouve que c'est très difficile alors qu'en fait, ouais, si tu fais abstraction déjà de ce que tu vois, pour moi ce qui est très important et puis tout ça, c'est quand même plus facile de se concentrer sur ta conscience mentale. Alors Oui, pourquoi on te dit oui, de garder les yeux ouverts en fait? Parce que ça monte un niveau de méditation important, de concentration oui, très élevé, ça. oui. Alors, en effet, on pourrait dire par exemple, Vénérable Geshe Damdul, quand il donne des retraites sur bodhicitta, etc., il donne des conseils de méditation aussi. Et donc, il dit qu'en effet, quand on commence la méditation, il vaut mieux éviter d'avoir des stimuli sensoriels trop présents. Par exemple, il parle d'un ventilo, par exemple, un ventilo qui fait bouger un rideau. Par exemple, tout simplement, à cause d'un ventilateur, l'été, on va méditer, puis ça, avec le vent, ça fait bouger un rideau. Ça pourrait être un obstacle à la méditation. Ou un son tel que, je sais pas moi, un son qui n'est pas régulier. Ouais, par exemple, des bruits de voiture, des bruits je sais pas, des bruits de travaux à côté, etc. Ça pourrait en effet empêcher la méditation. C'est-à-dire qu'au début, il faut favoriser une atmosphère assez tranquille, la plus tranquille possible pour justement essayer de méditer correctement et d'apprendre à travailler avec notre conscience mentale. Et après, plus on arrive enfin j'imagine, hein, c'est ce que certainement les maîtres diront, c'est que plus on arrive à méditer, plus notre conscience mentale prend du pouvoir et plus elle arrive à snober les stimuli sensoriels. Après, on peut méditer dans la gare centrale de Delhi. Mais au début, il vaut mieux éviter. Au début, il vaut mieux éviter. On n'arrivera pas tout simplement pas à méditer, tout simplement. On sera pris par Parce qu'on a l'habitude de ça. Oui, on a l'habitude de ça, d'être pris totalement omnubilé par les objets des sens. Ouais, donc la plupart du temps, notre conscience mentale est très peu utilisée, sauf quand on réfléchit, quand on analyse, quand on essaie de régler un problème ou quand on essaie de ressentir comment je me sens, comment je vais, etc. Et dans ce cas-là, oui, on essaie d'aller plutôt dans la direction de la conscience mentale sans même nécessairement certifier sa nature de clarté cognitive. Ouais, on essaie de ressentir des états de conscience, oui, ou des élaborations conceptuelles dans notre conscience mentale, mais sans nécessairement certifier ce qu'elle est. Par contre, plus on a peut-être une entrevue de ce qu'est cette conscience mentale à l'instant présent et à la première personne, et qu'on essaie d'entretenir ça, d'essayer de se poser la question, mais c'est quoi l'esprit? Et plus on arrive à apprendre cette habitude-là,
moins les objets sensoriels ont le pouvoir, en fait. C'est la conscience mentale qui prend de plus en plus de pouvoir et devient la plus importante. Et les consciences sensorielles sont juste utiles parce qu'elles sont utiles, hein, on ne peut pas se couper des sens, c'est impossible. Elles sont utiles parce qu'on en a besoin, on a besoin pour interagir avec le monde, mais elles ne sont plus les consciences principales, ouais, les consciences les plus cruciales. La conscience la plus cruciale, c'est la conscience mentale. Mais j'imagine que c'est le cas pour tous les méditants. Au bout d'un moment, les méditants essaient d'apprendre à ce qu'est, apprendre dans quelle atmosphère ils se trouvent. Ouais, ils essaient de délibérément penser à certaines choses plutôt que de ruminer des difficultés, etc., des problèmes, etc. De délibérément penser certaines choses, de cultiver délibérément l'altruisme, bodhicitta, la sagesse de la vacuité, etc. Et donc forcément, à force d'entraîner la conscience mentale, elle devient nécessairement plus présente. Ouais, ces méditants qui ont une richesse intérieure tellement plus grande que les, que les gens qui ne méditent pas et qui sont obnubilés par les consciences sensorielles, par les objets, les gratifications des sens, etc. On peut voir une immense différence. Ouais. C'est ce que disait justement Geshe Nanda hier. D'ailleurs qu'avec nos sociétés, on est souvent sur les écrans. Si vous laissez une personne sur une chaise dans une pièce où il y a, où il y a rien, etc., au bout de 10-15 minutes, la personne devient dingue. Donc, J'ai une question. c'est là où Oui, pardon. Oui, 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 en allez. fait, cette conscience cette conscience mentale dont tu parles, moi, je vois des fois quand je médite de faire la différence entre cette conscience mentale et celle qu'on tous essaye de dépasser, quoi. Moi, je trouve que c'est très ambigu entre mon ego au sens narcissique et puis cette conscience mentale, quoi. Et je trouve que c'est très, très proche, très flou dans mon ressenti, quoi. Je sais pas Oui, si tu peux dire. oui, il faut essayer, en effet. Il faut essayer, parce Ça que peut quand c'est... être Oui, oui, parce que quand c'est... en effet, il faut faire cette distinction entre l'ego, etc. C'est très important. Euh, Parce qu'en fait, l'ego, c'est une fabrication, hein, c'est une fabrication extrêmement factice, etc. Alors que quand on recherche ce qu'est la conscience mentale, on a plutôt l'attitude d'un scientifique. On n'essaye pas de prouver quelque chose parce que c'est marqué dans les textes, mais au contraire de se dire, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, je crois que c'est même un mantra, c'était un maître zen, je crois que c'était dans le texte de Lama Suryadas, comment ça s'appelle? Éveillez le Bouddha qui est en vous, hein, c'est un super bouquin. Et à un moment donné, Suryadas parle d'un maître zen et son koan ou son mantra, c'était mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Et donc c'était à l'interrogative. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça qu'on essaie de méditer sur la conscience, c'est à l'interrogative. C'est pas en se disant ah ça doit être comme si, ah c'est clairocognitif donc ça doit être comme ça. Oh, on m'a parlé du Rigpa ou on me parlait du Mahamudra, etc. Donc ça doit être comme ça. Non, ça doit être à l'interrogative. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette conscience? Ouais, ça doit être une vraie recherche. Et de ce point de vue-là, l'ego est certainement peut-être moins manifeste ou moins présent. En général, j'ai plutôt l'impression que l'ego est là quand on essaie de prouver par A plus B une conclusion qu'on s'est déjà faite avant même la recherche. Ouais, c'est ce que Albert Moukébert évoque dans ses descriptions sur les neurosciences. Je ne sais plus comment il appelle ça d'ailleurs. Un argument, je ne sais plus comment il appelle ça, j'ai oublié. Mais en Un tout biais cas, cognitif, non? C'est pas un biais c'est quoi? cognitif? Un biais cognitif? Oui, c'est une forme de biais cognitif et il parle d'un truc spécial quand on essaie de prouver un point, une conclusion qu'on s'est déjà faite avant même d'avoir analysé les choses. Ouais. Et donc, c'est une recherche scientifique, mais à l'inverse de ce que Hmm. ça devrait être. Ça veut dire, on se dit, oh, bah, ça doit être comme ça, je vais chercher toutes les preuves inimaginables pour prouver ça, alors que tout simplement, c'est incorrect dès le départ. Donc, il a un terme pour parler de ça, j'ai oublié comment ça s'appelait, mais en tout cas, c'est ce principe-là, l'ego, en fait. Alors que la vraie recherche spirituelle, c'est se dire, mais qu'est-ce que c'est? Je me rends compte que je ne connais pas mon esprit, j'ai besoin de connaître mon esprit pour pouvoir le transformer. Et donc, c'est avoir cette honnêteté vis-à-vis de soi-même, cette simplicité, en fait, plutôt que de se dire, ah si, je sais ce que c'est que l'esprit, etc. Et ça doit être nécessairement comme ci, comme ça, et donc je vais trouver toutes les preuves qui vont aller dans ce sens-là. Donc, il faut essayer un petit peu de faire un petit peu comme dans la zététique. Ouais, de douter de tout ça, ouais, parce que on pourrait se dire sinon, ah bah je vais essayer de prouver la continuité de la conscience parce que je ne supporte pas l'idée de la mort, par exemple. Ouais, ça pourrait être ça aussi, ouais. On ne sait jamais, ça pourrait être ça. Et donc il faut essayer de se dire, mais non, mais
qu'est-ce que vraiment la conscience? Comment est-ce que la conscience a cette nature de clarté cognitive? Que veut dire clarté? Que veut dire cognition, etc. Ouais. Et dans ce cas-là, j'imagine qu'il n'y a plus cette notion d'ego, c'est plutôt une forme de simplicité, de recherche honnête, sincère, etc. Non? Mais en effet, c'est pas si évident, hein, parce que Le la biais de conscience mentale est confirmation. plus. Voilà. Ouais, pardon? Oui, c'est un biais de confirmation dont on voulait Un parler. biais de confirmation, d'accord, ok, merci beaucoup. Oui, en effet, c'est un biais de confirmation, ouais. Ok, ça veut dire qu'on essaie de prouver à tout prix un point qu'on s'est fabriqué soi-même comme ça, sans avoir fait d'analyse supplémentaire, exactement. C'est ça, tout le Ok, temps. Mais quand on hein? médite sur la respiration, c'est beaucoup plus facile parce qu'on ne se pose pas des questions, l'esprit ne part pas dans tous les côtés. On arrive Oui. quand même, si on arrive à se fixer sur la respiration, moi je trouve que c'est quand même plus facile que l'image. Fixer Oui. une image, c'est plus difficile parce que c'est difficile de se la représenter mentalement. Est-ce qu'on peut retenir un visage, tout le visage mentalement? C'est très difficile. Oui. On ferme les yeux et puis on imagine un visage. Il y a toujours quelque chose qui manque. Oui, exactement. Exactement. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, en effet, quand on a ces visualisations, c'est pas très grave s'il manque quelque chose. Ouais, c'est un petit peu comme quand on commence à refaire la cuisine, on refait le papier peint de la cuisine. 15 jours après, c'est celui du salon qu'il faut faire, et 15 jours après, c'est celui de la chambre, etc. On a toujours un truc à refaire. Et non, Sabine, elle en sait quelque chose. Et donc, c'est sans fin, en fait. Et donc, si on ne faisait que ça, sans jamais vraiment profiter de la maison, en se disant: «Ah bah, j'ai encore le papier peint là et encore le parquet à faire et encore le plafond à faire» et cetera, on n'en profite jamais vraiment. Ouais, donc pour la visualisation, c'est un peu comme ça. Il faut se satisfaire d'une image, incomplète, imparfaite. Sinon parce que le fait de faire les retouches dans la visualisation, c'est la méditation analytique. Ouais, dans le contexte des visualisations, le fait de faire les retouches, de préciser les détails, et cetera, ou la couleur, ou la dimension, et cetera, c'est la méditation analytique. Et donc, si on ne fait que les retouches, on ne fait que la méditation analytique, on n'aura jamais aucune chance de développer la focalisation en un point. Donc ça, c'est un grave danger qu'on encourt quand on pratique les tantras, ou quand on pratique les visualisations, c'est de ne faire que les retouches, de ne faire que la méditation analytique, et de ne jamais vraiment poser l'esprit. Ça, c'est très dangereux. Donc, il faut se satisfaire même d'une image très imparfaite, et c'est pas grave. Dans quelques minutes après, on pourra refaire les détails, donc pratiquer la méditation analytique, et après, à nouveau focaliser l'esprit sur cette image, même si elle est encore imparfaite, même s'il manque encore du papier peint. Ouais. C'est pour ça Et que pour méditer sur la respiration, c'est plus facile pour alors, commencer. alors, on a l'impression que c'est plus facile, mais et ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est que même dans les traditions du Theravada, etc., quand on médite sur le souffle, on ne médite pas que sur la sensation du souffle au niveau des narines, on visualise le souffle. C'est ça qui est très important, c'est que dans n'importe quelle méditation, on doit employer la conscience mentale. Alors que si on essaie d'être focalisé sur le souffle au niveau des narines, par exemple, c'est une conscience mentale ou une conscience tactile? C'est une conscience tactile. Et une conscience tactile ne pourra jamais méditer, ne pourra jamais obtenir l'éveil, et cetera. Donc, pour justement éviter cela, il faut à tout prix employer la conscience mentale et donc visualiser le souffle qui entre, qui sort, et cetera. Même dans la tradition Oui, du voilà. Theravada, il y a ça. Ouais, et donc on visualise de toute façon. Il faut avoir une image mentale à l'esprit. C'est nécessaire, ouais, pour méditer. À moins qu'on médite sur l'esprit, dans ce cas-là, il y a pas besoin d'image mentale. C'est direct, il y a pas besoin de visualiser l'esprit. Ouais, mais sinon, dans n'importe quelle autre, occurrence, il y a une visualisation ou un concept en tout cas. Ouais, quand on médite sur la vacuité, on médite sur un concept de la vacuité. Mais il doit y avoir la conscience mentale qui doit travailler d'une manière ou d'une autre. Ouais. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est le Mmh. principal. Oui. Oui, exactement. Mais ça prend du temps. Ça veut dire que, par exemple, c'est ce que dit, Pancha Rinpoche, dans son texte sur la tradition orale Gelugpa du Mahamudra, ouais, où il dit que ça nécessite de purifier les négativités, accumuler des mérites, faire des prières de dévotion à notre maître racine, et cetera, pratiquer le Guru Yoga. Et c'est comme ça, avec ces méthodes, ces moyens habiles, qu'on finit par certainement avoir une entrevue de ce qu'est la conscience à l'instant présent et à la première personne. Mais ça, c'est très important. Donc ça nécessite quand même une certaine préparation et une vraie Est-ce que, recherche. Oui. oui, est-ce que ça rejoint l'idée, comme dit Lama Tsutrim, on vide pas son esprit, on vide pas son esprit comme on vide une poubelle. C'est pour ça on dit vider l'esprit, en fait, ça correspond à rien, parce que justement, il faut se focaliser sur, enfin,
c'est mieux de se focaliser sur quelque chose et avoir des images. C'est bien ça? Oui, exactement. Tout à fait. Tout à fait, parce que c'est aussi ce que dira Mathieu Ricard. Ouais, où il dit on a parfois une approche un peu naïve de la méditation où on dit il faut faire le vide. Et donc, ça, Mathieu Ricard dit mais est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pouvez avoir un esprit totalement vide de pensée? Non, c'est pas possible, ça. Non, c'est On vraiment peut calmer impossible. l'esprit. Oui, on Voilà, peut exactement voilà. ralentir le Calmer, processus voilà. conceptuel grâce à la méditation sur le souffle en Mm. particulier. Ça permet de ralentir le processus conceptuel, etc., pour essayer de voir à travers ces concepts. Ouais, c'est ce que dit sa sainteté. Il dit, par exemple, vous avez un ruisseau bouillonnant, vous voulez voir le fond du ruisseau, vous n'y arrivez pas, il faut faire un barrage. Et là, l'eau se calme, et là, vous pouvez voir ce qu'il y a au fond. Là, c'est un peu le même principe avec les concepts. Il faut trouver une méthode pour ralentir un peu les concepts, soit à travers du guru yoga, une visualisation, méditation sur le souffle, quelle qu'elle soit. Et essayer d'observer, maintenant que l'esprit est plus calme, d'essayer d'observer ce qui se passe, même quand il n'y a pas de pensée extrêmement grossière ou effervescente. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment très important. C'est ça qui compte, ouais, c'est pas faire le vide. Faire le vide, je sais pas d'où ça vient. Je pense que Ouais. c'est simplement une forme d'axiome qui traîne dans les cercles bouddhistes, pseudo-bouddhistes, où les gens disent oui, il faut faire le vide, etc. Mais chez les bouddhistes, personne ne dit ça. Ouais, Lama Tsultrim a tout à fait raison de dire oui, on ne fait pas le vide, on essaie de focaliser l'esprit sur un objet en particulier. J'ai Ouais, l'impression, sinon, oui. pardon, excuse-moi. Oui, c'était juste pour dire que j'ai l'impression qu'il y avait un amalgame entre le fait de parler de vacuité, d'amener ça au vide, Mm. et ensuite de faire le vide, en fait, pour méditer Oui, sur la vacuité. Mais ouais, c'est tout à vacuité, fait ça veut dire possible. pacification, ça veut pas dire autre Ouais. chose. Ouais, c'est tout à fait possible, exactement. Ouais, je me souviens une fois, je donnais un cours de méditation à un groupe et j'avais demandé aux gens pour savoir à peu près ce qu'ils faisaient, où est-ce qu'ils en étaient, etc. Et je leur avais demandé, mais sur quoi vous méditez? Et quelqu'un m'a dit, sur rien. Et j'ai été presque choqué. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut perdre des années et des années à méditer sur rien? Comment c'est possible? Alors qu'on a tout le lamrim à méditer. On a tout le lamrim à méditer. C'est exactement ce que dit C'est ça. Lama Tsongkhapa. Il dit le lamrim, c'est le contenu informatif, c'est l'étude et la réflexion. Ouais. Il dit c'est comme si on essayait d'entraîner un cheval sur une piste et au moment de la vraie course, on le fait courir ailleurs. Donc on étudie le lamrim, on essaie de réfléchir sur les points du lamrim et quand il s'agit de méditer, on médite sur rien. Oui, mais les Et maîtres donc c'est comme zen, si... Oui. pardon, les maîtres zen, quand ils méditent, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Alors, il faudrait leur poser la question. Ouais, il faudrait leur poser la question, est-ce qu'il y a une image ou pas? Ça dépend, hein. Ils peuvent très bien méditer sur... S'ils méditent sur la vacuité et qu'ils n'ont pas d'image mentale de la vacuité, ils ont une réalisation directe de la vacuité. Donc, ce sont des arias dès la première fois où ils méditent. Ou alors, il faut méditer sur l'esprit. Dans ce cas-là, si on médite sur l'esprit, il n'y a pas nécessairement besoin d'une image mentale. En effet, il faut essayer de ressentir ce qu'est l'esprit. Ouais, l'esprit se perçoit lui-même d'une certaine manière. Dans ce cas-là, il n'y a pas de représentation conceptuelle. Mais ça ne veut pas dire que l'esprit soit dénué de pensée dans ce cas-là. Il y a toujours des concepts très subtils. Ouais. Ouais, ces concepts très subtils ne disparaissent qu'au au moment de la mort, par exemple. Ouais, dans les tantras supérieurs ou dans le dzogchen, etc., c'est comme ça que c'est expliqué. Ouais, les concepts extrêmement subtils vont disparaître uniquement au moment de la claire lumière ou au moment des réalisations de la phase de perfection, etc. Ouais, donc on pourrait imaginer que quand on médite sur la conscience mentale, on médite sur l'esprit, qu'il n'y a pas de concept, mais en fait, il n'y a pas de concept grossier. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de concept subtil qui soit là comment dire, en filigrane. Ouais. D'accord. Ok. Ouais. Donc c'est Merci. important de voir ça, ouais. De voir comment est-ce que... après, oui, pour les maîtres zen, ça dépend peut-être. Il y a peut-être des lignées différentes et il y a peut-être des façons de méditer différentes. C'est tout à fait possible. Dans la tradition des koans, justement, c'est pour essayer de paralyser un petit peu les processus conceptuels, pour essayer d'aller au-delà, ouais. Donc, c'est un petit peu. Alors, bien sûr, il s'appuie aussi sur les textes de Arya Nagarjuna, oui, qui dit en effet que les proliférations conceptuelles vont disparaître dans la vacuité, ouais. Prapanchas tu shunyatayan nirudhyate, ouais, dans le chapitre 18. Et donc, il dit toutes ces élaborations conceptuelles qui cessent dans la vacuité. Et donc, certains pratiquants zen vont dire ça, ils vont dire oui, il faut faire cesser les concepts pour réaliser la vacuité. Mais en fait, dans la tradition mahayaniste indo-tibétaine, c'est le contraire. C'est la compréhension de la vacuité qui fait cesser les concepts. C'est ce que dit Shantideva aussi dans le chapitre 9. Ouais. Quand il n'y a ni réalité ni non-réalité ne se présente à l'esprit libéré des concepts s'apaise. Ouais, donc c'est dans cet ordre-là que ça fonctionne dans la tradition indo-tibétaine.
Ok, mais certainement que les maîtres zen ont leur raison de mentionner ces points-là, de dire il faut paralyser les concepts pour essayer de réaliser la vacuité. Pourquoi pas? Et Pourquoi pas? Il y a certainement différentes façons de faire. excuse-moi, ils ont les mêmes bases, non? C'est Shamatha Vipassana? Alors, oui, normalement, ils ont les mêmes bases. Après, dans le zen, euh, il y a plusieurs écoles aussi. Il Oui, y a oui, plusieurs bien sûr. écoles. Quand ils Et, sont zazen dans le mur, c'est quand oui. même soit un Shamatha, soit un Vipassana Mm. de leur esprit qui sont en train de... Normalement, oui, parce que il y a aucune tradition bouddhiste où il n'y a jamais soit Vipassana, soit Shamatha. Il y a nécessairement les deux. Une tradition bouddhiste doit nécessairement comprendre ces deux, d'une manière ou d'une autre. Ouais, d'une manière ou d'une autre, avec des mots différents peut-être, mais il y a nécessairement la focalisation et la clarté. Ouais, exactement comme quand on veut voir une fresque la nuit, il faut une torche qui soit suffisamment stable et aussi suffisamment lumineuse. Donc, on a besoin de la focalisation et de la clarté. Donc, on a besoin de shamatha, de vipassana nécessairement. Ouais. Ou de ce qui tend vers cela, en tout cas. Mm. Ouais, ça vous parle? Oui, mais la Oui. définition Génial. de Vipassana, elle est différente selon les écoles aussi. Par Oui, il exemple, y a dans le quelqu'un. Dzogchen, Vipassana, c'est pas la même définition, hein. Oui. Vipassana, c'est Ah, Rigpa. oui, exactement. En fait, c'est les définitions, de toute façon, même d'un manuel à l'autre, hein, même dans une école, ça va différer. Ouais, par exemple, la Madhya a des définitions très simples de Shamatha Vipassana et à Serame, ils ont des définitions un petit peu plus longues, mais ça revient au même. Ce qu'il faut voir, c'est que Vipassana n'est pas nécessairement conceptuel. Ouais, mais normalement, même dans les traditions non dzogchen, ils l'acceptent aussi. Par exemple, un Arya qui est en égalité méditative sur la vacuité, il a l'union de shamatha et de vipassana, mais son vipassana n'est pas discursif. Il n'y a plus il y a plus d'analyse, il n'y a même plus de concept dans l'égalité méditative directe de la vacuité, il n'y a même plus de concept. Et pourtant, c'est vipassana. Donc, des fois, on a tendance à se dire vipassana, c'est l'analyse, c'est nécessairement discursif. Pas nécessairement, ni dans le dzogchen, ni dans les autres traditions. Ouais. Et le fait d'ouvrir les yeux, il y a aussi une explication, c'est que pour eux, il y a un lien entre les tiglets du cœur et l'œil, et que c'est très important de laisser parce que le ciel extérieur doit être comme le ciel intérieur. Enfin, il y a tout un truc, c'est très important. Oui. Oui, il y a des exemples comme ça, par exemple, ce que dit Sassante, par exemple, il y a ces axiomes dans le Dzogchen où on dit Rigpa miklate, mik namkalate. Oui, on dit Rigpa va se diriger vers les yeux et les yeux vers l'espace. Et ce que dit Sassante, quand il dit oui, quand on parle de l'espace, c'est pas nécessairement le ciel bleu au-dessus de nous, c'est l'espace de la vacuité. Ouais, c'est C'est l'espace de la vacuité clarté, la vacuité félicité, etc. Donc, en effet, parfois, on se dit, oui, il faut regarder le ciel, et ça y est, on a réalisé les pas. non, non, c'est pas Ce le serait trop ciel en tant que facile. tel. Il y Oui, a après exactement. il y a quelqu'un qui s'est connecté sur les débats. Oui, Jeannette s'est trompée de groupe. Ouais, elle est sur les débats. Elle va pouvoir débattre avec elle-même. Ok. Oui, exactement. Donc, c'est intéressant de voir toutes ces traditions qui, de toute façon, doivent mener à une réalisation yogique. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, de toute façon, il doit y avoir une réalisation yogique. Ça veut dire qu'il doit y avoir notre conscience qui appréhende la réalité directement. Ouais. C'est l'idéal vers lequel on tend tous. C'est-à-dire qu'en effet, les concepts sont très utiles, ils ont quelque chose d'extrêmement précieux, c'est ce qu'on verra dans la suite des pages, mais ils ont une certaine limitation. Et ils ont aussi quelque chose de très vaste, hein, les concepts, ils nous permettent aussi d'englober, pas seulement de diviser. Ouais. Il y a des concepts qui divisent, ouais. Il suffit de voir tous les partis d'extrême droite qui gagnent du terrain en Europe ou ailleurs. Mais il y a aussi les concepts qui permettent d'englober. Ouais. Vous avez par exemple beaucoup de ces nouvelles générations qui se considèrent comme étant comment dire, compatriotes de la terre. Ce sont juste des terriens plutôt que des Français, etc., bouddhistes ou je ne sais quoi. C'est sûr. Et donc ça, et ça, c'est très intéressant de voir que le concept peut englober aussi, ouais, tous les êtres,
dans une même famille. Ouais. Mais malgré tout, le concept a ses limites, ouais, c'est qu'il s'engage par exclusion. Il exclut tout ce qu'il n'est pas en train d'observer. Ouais, et donc, c'est pourquoi, au bout d'un moment, il doit être dépassé jusqu'à une réalisation directe. Cette réalisation directe doit être infaillible, doit être en accord avec la réalité. Et donc, c'est pourquoi ces cognitions, ces perceptions directes yogiques sont très, très importantes. Ouais. On dira que dans le continuum d'un Bouddha, il n'y a que des réalisations yogiques. Ouais. Et donc, c'est là où ça posera question par la suite. On dira que s'il n'y a que des réalisations yogiques, ça veut dire qu'une conscience visuelle dans le continuum d'un Bouddha, c'est une réalisation yogique. Et donc, c'est nécessairement issu de shamatha et vipassana. Donc, c'est nécessairement une conscience mentale. Ah, Oui, Jeannette, bien vu. Tu es arrivé juste au moment où on allait faire Chanchu Sencho Rinpoche. Non, on va essayer de rester encore un petit peu pour ne pas que tu sois déçu. Donc, on est en train de parler de quoi alors? J'avais Vali, oui? une Allô? question par rapport à cette, par rapport au yogique. Et en fait, et par rapport à ça, parce que en fait, on ne sait pas si c'est yoga, ça veut dire qu'on est hors, pour moi, hein, que je le vois, hors espace-temps. On est plus dans cette conception espace-temps. Donc, avec ce qu'a dit un peu Michel tout à l'heure par rapport à l'antécédent et tout ça, parce que s'il y a plus, si c'est omnivalent, omniprésent, comment on peut avoir la notion du temps, comment on gère le temps là-dedans, le temps et l'espace, dans cette perception yogique. Alors, oui, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Et donc, ça dépend de l'objet appréhendé par cette perception yogique. Ouais, si par exemple c'est un arya qui réalise directement l'impermanence subtile, forcément il est en train d'appréhender le temps, parce qu'il appréhende les moments extrêmement infinitésimaux de temps, ouais, de période temporelle. Donc, il doit nécessairement certifier ce temps. Mais si c'est un yogi qui réalise directement le non-soi pour les Sautrantika, ou on pourrait dire pour les Mahayanistes, la vacuité, dans ce cas-là, aucun phénomène conventionnel n'apparaît. Aucune vérité conventionnelle n'apparaît. Il y a plus ces apparences dualistes de vérité conventionnelle. Et donc, de ce point de vue-là, le yogi n'appréhende pas le temps. Ouais, le temps peut très bien s'écouler sans que le yogi en ait conscience. Et donc, dans ce cas-là, ça pose une question. Ouais, comment est-ce qu'un yogi fait pour se dire, eh ben, je sors de mon absorption méditative maintenant pour accumuler les mérites, pour aider les êtres, etc. Ouais, parce qu'il ne sait pas combien de temps se passe, parce que le temps n'apparaît pas à sa conscience qui réalise directement la vacuité. Comment est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a son réveil? Est-ce qu'il met son alarme? Mais l'alarme ne va pas apparaître non plus, parce que c'est une vérité conventionnelle. Donc, on pourrait se dire c'est par la puissance de l'intention. C'est-à-dire que le yogi se dit, voilà, je vais méditer pendant une ère cosmique, ou pendant une heure, ou pendant une journée, etc. Et à l'issue de cette ère cosmique, ou de cette heure, de cette journée, je vais sortir de mon absorption. Et donc, c'est par le pouvoir de l'intention, on pourrait se dire. Pourquoi pas? Ouais. Parce que sinon, en effet, ça poserait question. Ouais, sinon, si on se dit, oui, cet arya médite sur la vacuité pendant une ère cosmique, qu'est-ce qui fait que à un moment donné, il se réveille, il sort de cette absorption, etc. Oui, non, mais enfin, il y a une réalité biologique aussi sur le plan corporel, je veux dire, non? Elle disparaît aussi quand il est en méditation. Alors en fait, rien ne disparaît, c'est que ça n'entre pas dans le champ sensoriel. D'accord, mais enfin, la réalité biologique, par exemple, de la faim, de la soif, du besoin d'aller pisser, ou j'en sais rien, Oui. elle existe ou elle n'existe plus à ce moment-là? Elle existe peut-être, mais est-ce qu'il l'aperçoit ou est-ce qu'il l'aperçoit plus? Alors, Il peut rester comme ça 3 mois en méditation sans bouffer. oui, alors à ce moment-là, ça dépend. Il faudrait observer les coussins de la méditation des yogis. Est-ce qu'il faut les laver ou pas? Voilà, non, mais il y a quand même une réalité biologique du fait qu'on est incarné qui fait que ça doit forcément stimuler quelque chose du retour à... Non, Alors je sais pas. ça dépend peut-être de ces souffles, justement, ces souffles subtils qui sont associés justement à cette réalité biologique. Par exemple, quand on dort, le système digestif, etc., ralentit. Heureusement pour nous tous d'ailleurs. Sinon, il faudrait laver nos draps tous les matins. Il y a une histoire comme ça. Je ne sais pas s'il est l'heure pour vous le raconter.
Oui, c'est un monsieur qui va voir son médecin qui dit écoutez, docteur, voilà, je fais pipi tous les matins à 8 heures. Le médecin lui dit bah, c'est très bien, votre système fonctionne très bien. Oui, mais sauf que je me réveille à 9 heures. Ok, donc c'est une histoire stupide, désolé. Et donc, on pourrait se dire qu'en effet, quand du point de vue des consciences, les consciences et les souffles sont associés, donc quand la conscience est dans le sommeil profond, dans le sommeil paradoxal, etc. En effet, les souffles qui sont associés réagissent, en fait. Et donc, ça paralyse d'une certaine manière. Par exemple, on sait très bien que pendant le sommeil paradoxal, nos muscles sont paralysés. Ouais. Et donc, il y a seulement, je crois, seulement les yeux qui peuvent bouger un petit peu. Ouais. Mais sinon, tout le reste, c'est paralysé. Ouais, ça nous est déjà arrivé d'être dans un rêve où on va à tout prix se lever, etc. Parce Oui, dans le qu'un réveil, chien pendant nous le court sommeil. après. Et ouais, on n'arrive pas à se lever et c'est très fatigant d'ailleurs. Mais en effet, on peut se dire que à ce moment-là, ça paralyse les souffles, ça les neutralise d'une certaine manière, ces souffles associés à la digestion, etc., etc. Ouais. Et donc, en effet, c'est tout à fait possible. Il y a par exemple certains yogis qui arrivent à ne plus respirer. Oui, quand les souffles subtils entrent, demeurent et s'absorbent dans le canal central, il n'y a même plus de respiration grossière. Et pourtant, cette personne, son cerveau continue d'être oxygéné. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. C'est même l'un des signes qui montre que la personne arrive à faire entrer, demeurer, dissoudre les souffles dans le canal central, c'est que sa respiration grossière cesse pendant un certain temps. Et pourtant, elle n'est pas essoufflée une fois qu'elle sort de cette méditation. Physiologiquement, c'est incroyable comment ça fonctionne. Ouais. Mhm. Mais en effet, il y a plein de choses comme ça. Le Tukdam aussi, le Tukdam, ouais, Oui, des maîtres qui sont dans la claire lumière de la mort et leur corps ne dépérit pas, même oui, avec le oui. climat indien, etc. Donc, et en effet, on peut voir qu'il n'y a pas, même pas de souillure du corps, il n'y a pas de relâchement des sphincters, des choses comme ça. Et donc, c'est exactement le même principe, j'ai tendance à dire. Ouais. Mm. Mais ça pose question, en effet, ça mériterait d'être analysé plus avant par la science, oui. On a trouvé des yogis qui arrivent à méditer pendant des ères cosmiques entières. D'accord. Ou en tout cas, Dans notre pendant corps, des mois, ce serait en déjà ça. Bogakaya. Eh ben, c'est super. Donc, on a parlé des trois conditions et on essaiera d'y revenir un petit peu, surtout par rapport à justement, cette plus petite unité de temps. On essaiera de voir ça à la page 106 la fois prochaine, donc vendredi prochain à 8h30. Et on essaiera de voir la présentation du Chitta Matra et c'est ensuite qu'on va arriver au facsimilé de perception directe, on pourrait dire, c'est tout simplement des consciences qui ne sont pas ni soit non erronées, soit qui ne sont pas libres de conceptualisation. Ouais, donc on verra ça Mhm. par la suite, progressivement, petit à petit. Et normalement, au mois de septembre, pour les débats, on va reprendre les bases et l'ORIC. Parce que, il y a un groupe ici à Nalanda, il y a un basic programme qui est en cours et ils auront l'ORIC au mois de septembre. Et je vais donner un petit coup de main. Donc, on utilisera les débats du vendredi soir pour reprendre les bases du raisonnement et l'ORIC en particulier, et après les écoles philosophiques. Ouais. Donc, D'accord. c'est juste pour C'est vous bien. parler un petit peu du programme. Ouais. Donc là, cette année, là, cette saison, on a encore trois sessions de débat, je crois. Bravo pour ceux qui ont fait le quiz, c'est super, vous avez assuré. Et on essaiera de terminer les généralités, les instances, d'entrer dans les définitions et les définiendums, enfin d'y revenir parce qu'on en a déjà parlé, et de parler un petit peu des isolats. Et on aura terminé cette saison sur les débats, sur le compendium des bases, ouais, le compendium des débats. Et c'est pour ça qu'à la rentrée, en septembre, on pourra revenir aux bases du raisonnement, Ah oui, les très bien. bases des corrélations et voir Lolik. Ouais, comme ça, ça aidera plein d'autres gens, j'espère aussi. Ok. Super, merci beaucoup. Et donc, à la semaine prochaine, vendredi prochain matin, pour connaître l'esprit pour la suite. Et les débats, ce sera le samedi 18, le Samedi. soir. Merci Ok. beaucoup. Merci. Bye Excellente bye. Au semaine. Ciao, revoir. ciao, merci.